Salut à tous, salut Romain. Yes, salut Jules, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, super, merci beaucoup. Merci J'aime. pour l'accueil, euh, Ouais, avec pour, euh, plaisir, hein. pour l'event, pour tout ce qui se passe pour la communauté, hein, parce que c'est pas une période facile. Merci encore à toi, Julien, de nous donner cet accueil, que tu puisses venir au House of Business. Et je vais te poser une première question et après on verra les questions du chat un petit peu, ce que les gens proposent. Donc, première question, quelles sont les meilleures thématiques à utiliser sur Next Level? Bon, Ah oui, c'est une t'es question, je direct. pense elle t'a été énormément posée, donc je pense que ça Ouais, peut être intéressant d'y ouais. répondre. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, sur Next Level, en fait, on a développé une feature qui s'appelle les besoins clients. Ces besoins clients sont un peu notre Google Trends à nous, où là où tu vas voir Francis Lalanne, etc. sur Google Trends. Et bien là, sur Next Level, tu vas voir les besoins clients de nos clients. Que ce soit client on demand, c'est-à-dire la personne seule qui va venir et qui va faire une demande type, je ne sais pas, on était dans la thématique d'un bijou, juste avant, du bijou, du voyage, et ben elle va faire des demandes. Une fois ça fait, tous les partenaires autour de la thématique du voyage ou du bijou va donc recevoir une alerte et donc va pouvoir possiblement rédiger, etc. Une fois que c'est fait, tu vas avoir des mots-clés qui vont devenir apparents dans tes thématiques précises. Et donc, voilà comment découvrir en fait les niches qui fonctionnent le plus. Ensuite, suivez aussi notre compte Twitter parce qu'une fois par semaine ou par mois, je ne sais plus, on donne aussi les besoins en masse que nous, on a. Typiquement, si vraiment vous voyez long-termiste, tout ce qui est assurance, assurance moto, auto, scooter, maison, habitation, clairement, vous gagnez de l'argent à long terme. Maintenant, allez pas viser la requête assurance auto. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas et sur lequel vous n'allez pas pouvoir vous positionner. Une fois que vous avez compris qu'un besoin client est le mot-clé assurance auto, il faut comprendre comment venir se positionner. Une fois qu'on a compris ça, on va comprendre que le terme assurance auto seul ne convient pas, mais quelle est la meilleure assurance auto du marché? Alors, c'est beaucoup plus simple. Petit tips que je donne souvent en conférence, le all-in title permet de dire sur tous les titles d'une SERP, une SERP c'est quoi? C'est le résultat de recherche d'une requête faite sur Google, parce que je ne connais pas trop l'audience, on va essayer de faire simple pour tout le monde. Une fois qu'on a ça, on sait que sur le mot, quelle est la meilleure assurance auto? Alors, il y a 12 000 sites qui cherchent, enfin, qui ont dans leur title ce mot-clé-là. On va essayer de trouver des all-in titles qui sont en fait moins puissants en termes de nombre de concurrents. Et en fonction de ça, on va pouvoir créer des articles autour de la thématique d'assurance auto. Pour te répondre de concret, on cherche tout ce qui est assurance auto, moto, habitation, CBD, cigarette électronique, team building, cadeaux personnalisés, objets personnalisés, rencontres, et puis après toutes les thématiques les plus dures du monde, hein, casino, jeux d'argent, etc. Mais Ouais. tout ça est public. Maintenant, si vraiment vous voulez, entre guillemets, pas tirer à blanc, si vous visez ces 7-8 thématiques-là, vous êtes sûr de vendre. Ouais, donc, tu allies des mots-clés euh, pénétrables, si je peux dire, avec notamment du all-in title. Il y a Ouais, même du bulk all-in title qui peut être intéressant, mais bien je n'ai pas sûr, forcément tout à fait. rentré Ouais. dans ce Après, truc-là. Combiné, si je dis bien, à des thématiques bankable. Effectivement, tu avais fait un treat sur le CBD. Nous, on ouais. développe aussi cette partie-là et clairement, c'est la réalité du marché. Il y a, comme tu dis, il y a des thématiques où quelqu'un peut mettre 50 euros et d'autres besoins où moi, je peux mettre 200 pour mes clients CBD, pour mon client CBD. Donc, Mais en réalité, en fait, ce qui est fou en général dans le netlinking ou autre, hein, c'est quand tu vois arriver les tendances, en fait. C'est-à-dire que le CBD, ça fait 2 ans qu'on le voit arriver ouais, fort. Et là, ça fait 2 mois, 3 mois, c'est de la folie. Tu vois, tout ce qui va être autour de la thématique cigarette électronique, on l'a vu arriver. Tout ce qui va être autour des masques personnalisés, forcément, on l'a vu arriver. Mais par exemple, dans le confinement numéro 1, les vélos électriques, on l'a vu arriver immédiatement. Et en fait, tu peux adapter ça assez rapidement suivant les trends. Si ce matin, la trend, c'est karaté, demain, monter des sites sur le karaté, clairement. Alors, ou des pages sur des sites de sport, en général sur le karaté.
Et donc, voilà, c'est vraiment cette méthodologie-là que je conseille. Maintenant, je suis plus partisan de faire 5000 pages pour ranker. Là où les méthodes, par exemple, la tienne était très bien, sur Next Level, on va chercher plutôt 50 pages et chercher comment trouver le ROI plus facilement. Parce que quand tu vas faire 50 pages qualitatives ou 50 pages moins qualitatives, mais plus précises, tu vas créer un ROI. Quand on fait 5000 et en fait qu'un client arrive sur un site de cette typologie-là, ça peut poser un problème. Après, il y a des sites de 5000 pages qui sont très bien. Mais chez nous, en tout cas, on essaie de faire les choses de mieux en mieux. Donc, ouais, surtout, voyez les tendances et adaptez-vous à ces tendances-là et on les voit assez rapidement. Et toi, Julien, tu préconises plutôt un article de 2000 mots ou 4 articles de 500 mots si tu avais à choisir entre les deux? Ouais. En fait, cette question est bullshit. Voilà. Comme ça, tu me connais. Ouais, En fait, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut très bien faire des sites de 50 000 pages et ça fonctionne. Tu l'as prouvé, ta formation le prouve. Il y a des centaines de gens qui ont vécu avec ça et ça marche très bien. Et ça serait faux de dire que ça marche pas ou que ça marche plus, ça marche différemment, moins de pages d'un coup, etc. Ça fonctionne. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le budget. Moi, j'ai une personne, parce que j'aime pas vendre du rêve, il y a trop de gens qui vendent du rêve. Aujourd'hui, c'est quoi? J'ai 300 euros. Avec ces 300 euros-là, j'ai deux solutions. Soit je vais créer un seul article qui va me coûter 300 euros, donc 5000 mots, admettons. Soit je décide d'en faire 5 de 1000 mots, ou j'en décide d'en faire 10 de 500 mots. Et en l'occurrence, mathématiquement parlant, j'ai beaucoup plus de chances de me positionner sur 3, 4 articles quand j'en ai 10 qu'un seul quand j'en ai un. Et le problème de ça, c'est que le facteur temps ranking est incompressible. Et ce temps-là, en fait, que tu aies un article de 1000 mots, 5000 mots est le même. J'estime aujourd'hui qu'il faut entre 3 et 3 mois et demi pour ranker une page correctement. Ça, c'est ma data à moi, c'est ma vision à moi, c'est ma philosophie. Une fois que tu as cette data-là, que tu as un article précis, eh ben, tu vas pouvoir le ranker. Une fois qu'il est ranké, c'est plus simple, à mon avis, d'en faire ranker 3 ou 4 qu'un seul de 5000 mots. ok, c'est très clair. Effectivement, il y a des questions, ça dépend, quoi. Ça dépend de ton expérience, Et en fait, de ce qui fonctionne. une fois que tu as ces articles-là, à toi de faire des tests. J'ai un premier domaine. Ce domaine réagit peut-être très bien aux articles de 400 mots, parce qu'il est puissant, il a une puissance A. Le numéro 2 va réagir moins bien, il a moins de puissance. Réponse B. J'ai un site qui est très, très thématique autour des plantes. Il rentre très, très bien dès que je publie des trucs sur les plantes. Peut-être que 400 mots. Adapter toujours. Test and learn, en fait. Adapter ce qu'on fait à la thématique sur laquelle on est, tout simplement. Ok. Et à la Aratana, SERP, et à la ouais, SERP. Si tu tapes un mot-clé all-in title que tes concurrents ont 400 mots, 500 mots, 600 mots, si tu ne fais pas mieux, tu ne seras pas mieux. Point. Déjà, en première étape. Une fois que tu as fait mieux, tu as ce facteur temps qui, lui, va jouer. ok. Aratana qui te demande, est-ce que tu acceptes les MFA qui ont une partie blog pour la vente de liens? En fait, sur Next Level, on accepte tout le monde. Il n'y a pas de différence entre site A et site B. Ce qu'on a besoin, ce sont des sites qui sont positionnés. Et donc, des pages à l'intérieur de sites qui soient positionnés. On a des e-commerce, on a des très, très gros sites e-commerce dans Next Level qui vendent sur des pages de blog. Et en fait, on a la chance d'avoir une équipe de développeurs assez incroyable et on a fait des filtres. Tu peux mettre telle ou telle partie de site, telle sitemap, telle page précisément en vente, etc. Donc, en fait, oui, on accepte tout le monde. Il y a des règles qui sont définies en fonction du nombre de mots-clés positionnés, nombre de RD, etc. Ok, très bien. Sur une niche très concurrentielle, avec plus de 100 000 recherches, les backlinks sont bien plus importants que beaucoup de contenu. Question de Protect Zone. En réalité, une page sans lien ne rend pas. Il faut arrêter. Enfin, j'ai un débat souvent avec Dan. Une page sans lien ne rentre pas dans une vraie thématique, une vraie concurrence. Tu peux ranker une page top 25 sur une requête à peu près concurrentielle sans lien.
Sur une requête vraiment concurrentielle, une page sur lien n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas, en fait. Il faut être honnête. Par contre, l'alchimie des deux, une page parfaite, sémantique, analyse sémantique, contexte des pages, contexte de la hiérarchie des pages, siloing, cocon sémantique, etc., on-site maillage interne. Une fois que cette partie-là est parfaite, l'alchimie se passe quand tu poses les liens. Pour moi, une page sans lien dans une grosse thématique, non, pas. Je ne suis Ouais, pas complètement. à débattre avec les gens qui me disent le contraire, mais ça n'existait pas. Voilà, faut Ouais, de être toute honnête. façon, le Keyword Competition Checker de SEO Observer ou autre le Ouais. montre très simplement. Oui, bien sûr. J'ai une petite question d'ailleurs. Comment mieux choisir ses liens quand tu achètes sur Next Level? Est-ce que tu préfères choisir Ah, une page qui est positionnée par exemple dans le top 10 d'un mot-clé ou tu filtres par nombre de mots-clés? ouais. En réalité, Asynchrone a dit quelque chose tout à l'heure qui est pour moi intéressant et important et sur lequel je me bats chaque jour. C'est quoi? C'est la confiance de Google. Comment Google va donner sa confiance, en fait. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est simple. Site autoritaire, il a parlé d'Optissimo, etc. Je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, nous, on va parler d'une page, d'un environnement d'une page, de la thématique de cette page-là, et pas d'un mot-clé précis. En fait, il faut arrêter de penser qu'une page égale un mot-clé. Une page égale une multitude de mots-clés qui répondent à un sujet global. Une fois que tu connais ça et que tu as compris ça, alors tu comprends le fonctionnement de Next Level. Parce qu'en fait, souvent, on me dit oui, moi, mon site, c'est sur le soja, mais il n'y a pas une page précise qui répond sur le soja. Mais très bien. En fait, trouve une page autour de cette thématique-là et fais un glissement sémantique. On te permet d'ajouter des mots sur cette page-là. Une fois que le partenaire ou le site réceptif va autoriser cette vente-là, alors c'est à lui ou à la plateforme de rédaction de trouver un contexte sémantique et un glissement. Donc, il faut vraiment penser à la thématique d'un lien au global et pas d'un mot-clé précis. Une fois qu'on comprend ça, on comprend que pour moi, un lien qui est bien, c'est un lien qui a des mots-clés positionnés. Maintenant, on va parler aussi du tarif. Comment on va faire quand on a un client qui a 300 euros, un client qui a 4000 euros. En fait, quand on a un client qui a 300 euros, je vais avoir deux cas concrets. Soit j'ai un lien très, très, très bon, donc beaucoup de mots-clés positionnés, beaucoup de top 10, de top 30, etc. Et auquel cas, je vais acheter un seul lien. Pourquoi? Parce qu'il est très bon et parce que son site est déjà en place dans le marché. Si ce n'est pas le cas, alors je vais utiliser plutôt trois liens à 100 euros pour lequel je vais utiliser des liens qui ont moins de top 10, moins de top 30, etc. Parce que je vais lui obtenir plus de liens, donc plus de RD, plus de confiance. Il faut savoir que sur certaines thématiques, même sur la plupart des thématiques aujourd'hui, je pense, et c'est mon avis et c'est l'avis qu'on partage avec, par exemple, Stéphane Madaleno, il y a un plafond de nombre de RD. C'est-à-dire, un RD, c'est un root de domaine qui doit être attribué à ta page ou ton domaine pur. Pour la simple et bonne raison que quand tu vas aller travailler le mot-clé, je ne sais pas, tableau de blackjack, si le top 20 a au moins 15 RD sur sa page tableau de blackjack, si tu ne l'as pas, tu ne te positionneras jamais. En fait, parce qu'il y a ce plafond de verre, soit qui est volontaire, soit qui est involontaire. Quand tu as dépassé ce plancher-là, alors tout devient possible. Donc, en fait, pour répondre à la question, je peux acheter des liens à 300 euros, je peux acheter des liens à 100 euros, je peux acheter des liens à 50, je peux même acheter des liens à 10 euros en fonction de ce que je veux faire. Et du client, le client est roi. Et il faut aussi penser que chaque action que chaque humain SEO va faire sur un client, n'oubliez pas qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Il y a des boîtes, il y a des salariés, il y a des collaborateurs, il y a des gens qui tiennent les boîtes. Donc, il faut vraiment penser à ça. Très clair, très clair. C'est vrai qu'une migration qui chie Hmm, ou un mauvais backlink sur un un mauvais truc, mauvais lien, tout effectivement, simplement. Hein, ça peut tu être. lis. Ouais, c'est tout peut en fait agir. Et en fait, test and learn. Piano, piano, on teste, on voit, on teste, on voit. Et en fait, pourquoi les gens apprécient vraiment, je pense, notre plateforme, c'est qu'en réalité, les résultats vont assez vite. Pourquoi? Parce que pour moi, la confiance de Google est autorisée sur les articles qui ont déjà des mots-clés positionnés.
Et donc, ils leur font confiance. Si Google positionne un site top 10 de Google sur une top requête, c'est qu'il a confiance. Sinon, il ne le positionnerait pas. Voilà, ma philosophie, elle est partie d'ici. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'historique d'un domaine expiré? Aïe, 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 aïe. C'est qui pose cette question? C'est Anthony C. Ok, salut, Anthony. salut Anthony. Elle va pas plaire, ma réponse. Elle va pas plaire pour plein de raisons, mais je suis quelqu'un qui parle jamais pour rien. J'en ai rien à foutre, en fait. Voilà. Dis-nous tes pensées. En fait, pour moi, et plein de gens ne pensent pas comme ça, l'ancienneté d'un domaine n'a aucun impact en SEO. C'est mon avis. Attention. C'est-à-dire que là où les gens me disent oui, un domaine a été chinoisé, un domaine est utilisé pour du Viagra, mais teste, regarde, prends ce domaine qui était dans des chaussures Nike, prends-le, amène-le sur autre chose, regarde comment ça fonctionne, regarde comment réagit Google. Est-ce que le Ghost Link existe vraiment? Est-ce que Google a une mémoire si grande que ça? Est-ce qu'il peut refaire confiance à un domaine? Et en l'occurrence, je pense, c'est mon avis, que l'ancienneté, en tout cas, PAMI d'un domaine ne pose pas problème. Après, naturellement, je n'irai pas utiliser un domaine Nike pas cher sur un monosite. Voilà, il faut être conscient et lucide. Mais d'un point de vue général, on a eu un gros débat là, il y a quelques semaines. Il y a un domaine qui est parti à 7 000 – 8 000 euros. Il y a eu des gros débats. Oui, il a été spammé. Prends-le, regarde ce que ça fait d'avoir un domaine à ce prix-là dans la main, avec cette puissance-là, et puis tu verras qu'on parle pour pas grand-chose. C'est mon avis qui engage que moi. Hein. Nous, c'est ton point de vue qu'on veut. Oui, bien sûr. Hein. Qu'en est-il d'un nom de domaine expiré dans la même thématique, mais dans une autre langue, par exemple? Ok, je viens d'y répondre. Pour moi, c'est pareil. En fait, c'est la même question que est-ce que je peux obtenir des liens en fait français pour en anglais? Tu ne pourrais pas en fait. En l'occurrence, Google s'est pas dit ah oui, si le lien provient d'une autre langue, alors il ne compte pas dans l'algo. Ça serait fou en fait. Pourquoi une association qui est au Brésil, qui sauve les enfants malades, ne peut pas avoir un lien dans une association française qui sauve les enfants malades? Pourquoi Google va décider du jour au lendemain de dire bah non, ce lien, je ne veux pas dans mon algo parce qu'il n'est pas de la même langue? C'est stupide. Maintenant, si tu n'auras que ça, alors ça pose problème. Mais moi, prendre un expiré dans une autre langue, le ramener en France dans la même thématique, je suis très positif à ça, il n'y a aucun problème. Ok. Si on est direct, je suis sur l'autoroute et je roule. Si on est deuxième ou troisième sur une SERP, est-ce que c'est significatif pour toi d'acheter des liens top 50, voire top 80, 90? Tout dépend le volume. En fait, en l'occurrence, oui, bien sûr que oui. Puisqu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des plafonds, il y a des planchers qu'on doit dépasser, soit en termes de volume, soit en termes de puissance. Une fois qu'on a compris ça, alors oui, un lien top 50 ou top 90, quand on est troisième, peut tout à fait faire l'impact. Et encore une fois, piano, on peut en acheter 3, 4, 2 et voir l'effet. Et bien sûr, attention, quand tu es top 50 d'un mot-clé qui a 100 000 recherches mensuelles, c'est déjà monstrueux. C'est déjà monstrueux. Ça veut dire que tu as été choisi par les 50 personnes qui ont fait une course sur 100 000. Il faut pas oublier, enfin sur X milliers de résultats, pardon. Ça veut dire que tu as été choisi top 50 d'une course sur X milliers de concurrents. Déjà, à partir de là, ton lien est toujours meilleur qu'un article qui est nouveau. Ouais. Ok. Donc, j'ai répondu, je pense, en parallèle. Ouais. Oui, complètement. Comment blanchir un XP bien spammé? Tu parlais de spam un petit peu. Si tu étais censé reprendre un XP, pas forcément linké depuis un money site, loin de là, mais blanchir cet XP-là, et après peut-être le linker vers un article de blog ou un site en T2 ou n'importe quoi. Déjà, le spam, c'est mal. Ouais. Je ne fais pas du spam. Non, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé. En fait, comment blanchir? La question est pas l'idéal parce que, en l'occurrence, du moment que tu sais que tu as un domaine spammy, alors tu sais que tu ne peux pas le blanchir. Je veux dire, c'est pas comme, enfin, l'argent sale reste l'argent sale. Blanchir de l'argent sale, ça reste de l'argent sale en fait. Donc, en l'occurrence, si on a un domaine spammy, je ne m'amuserai pas jamais à le lier à un domaine propre. Ce qu'on peut en faire à ce moment-là, c'est lui donner du nouveau contenu,
des nouveaux liens, des nouveaux liens, des nouveaux liens, des nouveaux liens. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, les anciens liens vont disparaître, les nouveaux vont prendre le relais et le site va commencer à se positionner. Moi, j'ai une stratégie qui est simple. Je prends un domaine, je le teste. Comment je le teste? Il y a plein de gens qui doivent le voir sur les enchères. Quand j'achète un domaine chez David, donc PBN Premium, etc., ou chez Dropcatch, etc., j'achète un domaine ce soir, demain matin, maximum, il est en ligne avec 10, 20, 30 articles, parce qu'on a les reins solides, etc. Mais testez-le avec un, deux articles. Et en fait, je prends un domaine, jamais de la vie, tu me verras faire 400 articles sur un domaine sans en avoir testé. Pour deux raisons. La première, le coût, c'est-à-dire j'ai acheté un domaine, il m'a coûté X, de produire du contenu, ça coûte Y, donc je regarde immédiatement s'il est efficace. Une fois que je connais cette efficacité-là, alors je peux travailler plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prenez des domaines spammés, regardez comment ça fonctionne. Et en l'occurrence, un domaine spammé peut ranker, même très bien ranker. Maintenant, au-delà, le blanchir, je ne sais pas si ça existe. Ouais, tu peux bénéficier de sa pleine puissance. Tu peux bénéficier de la puissance, de la pleine puissance, non. Je suis partisan de plus en plus que Google, de toute façon, quand il n'apprécie pas un lien, il l'oublie, tout simplement. Il faut arrêter de croire que Google ne met plus d'action en fait, sur Netlinking. C'est juste qu'ils ne le disent plus, en fait. Hein. Ouais. Et donc, du fait qu'ils ne le disent plus, quand tu fais un lien X ou Y ou que tu reçois un lien, alors il compte ou il ne compte pas dans l'algo. OK. Maintenant, c'est toujours pareil. Mettez-vous à la place, entre guillemets, d'un acheteur. Si la question est, est-ce que des domaines de ce type-là peuvent rentrer dans des plateformes de vente de liens? Je pense que oui. Le problème, c'est que toi, en tant que client, est-ce que tu as envie de recevoir un lien qui est sur un domaine Nike pas cher? Posez-vous la question en tant qu'acheteur, les gars. C'est tout. Enfin, les gars, les filles, tout le monde. Hein. Non, moi, je te rejoins complètement sur ça. Petite question de Edwin. Si on a un site qui rank top 8 avec plus de RD que les concurrents, est-ce que le problème vient de l'on-site ou de la qualité des RD? En fait, il peut provenir de deux choses. La première, c'est que la qualité, t'es bien, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu as 200 RD que tu es meilleur que les autres. Le volume, très bien. Ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir un volume, mais aussi un plancher et de qualification. Et une fois que tu as ça et que tu es sûr, entre guillemets, de tes liens, alors clairement, le problème vient du on-site. Il y a une conférence qui date peut-être de 3-4 ans, qui est de Mathieu Garbrand, donc qui est de SEO Hacker, qui franchement est fabuleuse. Je pense qu'il n'a pas eu conscience qu'elle était si forte quand il l'a donnée. C'était au Web Island de Nantes et il parlait à ce moment-là d'intention de recherche. Attention de recherche. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent tous les jours sur Google et une intention de recherche, une requête A, peut changer du jour au lendemain, pratiquement. Et donc, si ta page ne s'adapte pas à l'intention de la recherche, alors ça peut poser problème. Et donc, quand tu es huitième, tu peux essayer de regarder si l'intention de ta page répond parfaitement ou pas à l'intention que Google, lui, a de donner son résultat. Et une fois que tu as compris ça, tu peux en fait essayer de moduler ton contenu et lui donner à manger ce qu'il veut. Et donc, pour moi, clairement, quand tu as eu top 8, que tu es meilleur que les autres en off-site, le problème vient du on-site, clairement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2021, un site qui n'est pas parfait techniquement ne rank pas non plus. En fait, là où il y a peut-être 7-8 ans, je te dirais qu'un site sans contenu peut ranker qu'avec des liens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut arrêter aussi. C'est l'alchimie de ces deux parties-là qui va faire que ton site est monstrueux, en fait. Hein. Et quel serait ton conseil pour bien cerner l'intention d'une SERP, la bonne odeur? Est-ce que tu prendrais plutôt le top 3, mesurer un petit peu ceux qui se positionnent bien mais sans backlinks, pour voir peut-être eux ont la bonne réponse? Pour connaître l'intention de la page, tu veux dire? Peut-être par rapport à un mot-clé ou un pool de mots-clés, peut-être cerner la bonne intention que Google veut. Et pour que c'est très dur. En fait, c'est très dur. En réalité, c'est pour ça que l'outil, par exemple, Your Text Guru, est bien. Pour une raison, c'est qu'il scanne la SERP. Punaise. Et je me battrai toujours parce que, en fait, c'est bien d'avoir de la data, mais si tu ne scannes pas de la SERP en direct, alors ça pose problème. Parce qu'en fait, il n'y a que la SERP qui peut, en fait, te répondre. Et donc, tu ne peux pas faire de l'effet de masse, ça c'est impossible. Et moi, je tape le mot-clé, j'ouvre les 10 premiers, je regarde de quoi ils parlent chacun, et en fonction de ça, je regarde. Et d'ailleurs, Régis Stéphane, qui parle peu, mais qui a beaucoup à dire, a
à une idée que moi j'aime bien, qui est les mots que les autres n'ont pas. En fait, il y a quelque chose ici, ce qu'on va appeler les mots rares. Ok. On sait quels sont les mots-clés qu'il faut ajouter. On le sait, Your Text Guru est magnifique. Ok, très bien. Maintenant, quels sont les mots qu'on a besoin que les autres n'ont pas? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend je grossis, hein. Your Text Guru scanne une page, enfin une serre, regarde tous les mots-clés, les textes à l'intérieur, regarde ceux qui se ressemblent, un pourcentage, grosso modo, hein, bien sûr, un algorithme, etc. Et te dit, le mot-clé pour programme TV, s'il n'y a pas le mot-clé replay dedans, alors ta page n'est pas qualitative aux yeux de Google. Mais ce qu'ils ne te disent pas et ce qu'ils pourraient te dire, à mon avis, avec la puissance que Sylvain a, c'est quel est le mot-clé que les autres n'ont pas, qui est important dans la thématique. Et là, on passera un next step d'optimisation sémantique. Ouais, donc, j'ouvre une grande porte. Ouais, mais là, je peux que te poser la question, est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils pour trouver ces mots rares? Parce que moi, je les veux aussi. J'ai du mal à les trouver. On a développé un outil type Your Text Guru en interne. Donc, salut Jackie. Quand Jackie était là, qui n'est jamais sorti publiquement, parce qu'à la base, c'était pour un client et on a eu une utilisation de la licence intégrale. Posez-vous la question, en fait, de comment fonctionnent les correcteurs orthographiques, par exemple. Antidote. Comment fonctionne cette logique-là? Une fois qu'on a ça, d'ailleurs, on vient de me dire en privé que dans les guides one-shot, dans Your Text Guru, on a certains mots-clés rares, donc dans l'oreillette. Donc, on peut les trouver comme ça avec Your Text Guru. Une fois qu'on les connaît, essayez de les ajouter. Maintenant, moi, je peux aussi vous parler d'antidote, par exemple. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ok, tu nous lâches une piste comme ça et à creuser. C'est aussi le but, sinon, si tu ouais. c'est pas drôle. Mais bien sûr. En fait, c'est important. Je le dis toujours, en fait, ce n'est pas mon exemple, c'est l'exemple, je crois, de mémoire de Laurent Bruelly, qui dit comment tu décrirais la Tour Eiffel à quelqu'un qui ne la connaît pas et pour lequel, sans jamais parler de Tour Eiffel, tu vas dire Paris, touriste, monument, haut, 320 mètres, etc. Naturellement, tu vas parler de Tour Eiffel. Quel est le mot-clé rare quand tu expliques cette partie-là que tu n'as pas ici? Par exemple, Monsieur Eiffel, tout simplement. C'est quand même lui qui a inventé la Tour Eiffel. Et donc, si tu ne l'as pas dans ton contenu, alors ça pose problème. Il y a aussi l'outil keyword.gg des frères Perronnet qui le donne. Et tu nous parlais des mots-clés rares ou des mots-clés, le champ lexical de manière générale. Est-ce que tu as une méthodologie à conseiller peut-être pour les placer? Parce que quelqu'un qui ne fait pas de rédaction SEO, il va dire je prends les mots-clés et maintenant je les mets où? Est-ce que je les mets dans les titres, dans les chapitres H2, H3, etc. Est-ce que je les mets de façon sauvage ou naturelle? En fait, on a l'habitude de dire qu'il y a des mots-clés que tu ne peux pas ajouter dans un contenu, soit typographique, c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans le mot-clé. Il y a une balise qui est fabuleuse dans le SEO qui s'appelle la balise alt, en fait, par exemple. Par exemple. Ensuite, si c'est des mots-clés, en fait, qui sont en cohérence avec le sujet et qui sont en parfaite adéquation avec le sujet, évidemment, les intégrer proprement dans le contenu, etc. Après, de là, ajouter dans le H1 un mot-clé très rare ou dans le title, non, je l'ajoute dans le contenu parce que j'ai besoin dans le contenu qu'il y soit. Mais je ne vais pas m'amuser à le mettre dans un balisage très précis. C'est vraiment qu'il soit dans le contenu, pour moi. Ok, très bien, dans le corps de la page. Ouais. Petite question de Kisban peut-être. Si tu as une page de MFA top 3 sur une SERP à 20 000 de visites, avec Amazon et Fnac devant toi, est-ce que tu fais en priorité plus de liens ou plus de texte? On en revient au duo éternel. Fnac et Amazon devant. En fait, pour moi, si tu es top 3, c'est déjà que tu es très bon. Donc, ça veut dire que ton contenu est parfaitement en adéquation avec ce que Google recherche. Je peux faire de l'optimisation sémantique, on-site, maillage interne, etc. en premier lieu, voir si ça a un impact. Si ça n'a pas d'impact, alors là, clairement, c'est le off-site. Et ça, c'est la réponse bon public. Pour moi, c'est clairement du off-site immédiatement. Mais je m'assure au préalable que ma page soit parfaite et qu'elle soit meilleure que les autres.
et qu'elle soit parfaitement maillée dans mon maillage, catégorisée, etc. Mais les gars, top 3 à un MFA aujourd'hui sur une grosse recherche, ça existe de moins en moins, malheureusement. Ça, c'est la vérité. Hein. Oh, la vraie définition du MFA que j'aime, moi, hein. Attention. Hein. On a reçu quelques questions. Arthur qui te demande, tu parlais de 8 à 10% d'encre optimisée il n'y a pas longtemps, peut-être à travers un tweet ou autre. Est-ce que ça comprend que l'exact match domaine, que l'exact match en termes d'encre ou les semi-optis, si je ne dis pas de bêtises? En fait, déjà, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est Régis lors de sa conférence dans l'événement de Jackie. Mais c'est une philosophie qu'on a à l'agence. Encore une fois, dans cette conférence, si vous l'écoutez bien, Régis dit adaptez-vous à la SERP. Il y a des fois 15% d'encre, ça passe très bien. Il y a même des mecs qui ont 100% d'encre exact jusqu'au moment où le couperet tombe et c'est terminé. La réponse, elle est simple. Quand je dis 8%, c'est exact. Maintenant, je ne vais jamais faire 8% d'encre exacte. Ça n'existe pas, en tout cas chez nous. Ça va être mot-clé plus guide, mot-clé plus quelque chose, mot-clé plus X, etc. Et donc, avec des élargissements du mot-clé principal. Mais donc, je pense avoir répondu à ça. C'est 8%, ça contient le mot-clé plus semi-optimisé et ou le mot-clé tout court. Ok, très bien. Effectivement, en fonction du nombre de backlinks déjà, parce que 8 à 10%, ça ne veut rien dire, comme tu dis, en fonction de la concurrence. Donc, prenez ça ou regardez à nouveau la conférence. Ouais. Par contre, quand vous achetez vous obtenez pour 1 000 € de lien, quand vous avez un lien à 300 €, d'autres à 50, d'autres à 100, par pitié, mettez l'encre opti sur celui à 300, les gars. Parce que, ça me paraît fou de ne pas le faire, en fait. Voilà. C'est pour moi obligatoire, en fait. Ouais, c'était toi et parmi également d'autres. Et maintenant, je crois que ça devient un petit peu une base, mais de mettre l'encre opti ou la meilleure encre sur les gros budgets, enfin les liens gros budgets. Ça me paraît fou, en fait. Quand tu es dans la presse, qu'on parle de toi, quand tu passes sur, je ne sais pas, Le Monde, tu veux qu'on cite ton nom. Ouais. Quand tu passes sur le petit journal du coin, un peu moins. Bien sûr. Donc, voilà. Que penses-tu de la différence de puissance d'un BL qui est placé en haut d'une page versus en bas d'une page? Pour moi, ça n'a jamais eu d'impact. Ce qui peut avoir un impact, c'est l'effet de clic sur un lien. Et donc, je pense clairement que l'effet de clic sur un lien a une influence. Maintenant, qu'il soit en bas, en haut, à gauche, à droite, etc., je ne pense pas qu'il y ait une influence. C'est l'impact du clic sur ce lien-là qui va avoir une influence. Donc, qu'ils soient en haut, en bas. C'est vraiment des liens sur des CTA, par exemple, des call to action, peuvent avoir un effet, à mon avis, peut-être plus fort qu'un lien tout en bas d'un footer, etc. Ça, c'est évident. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. Ok. Que pense C'était Jérôme Pasquelin qui a posé la question de mémoire. Il a posé 40 000 questions, j'en ai pris au moins une. Rudy qui demande un contenu de 500 mots en haut de page qui est rogné par lire la suite. C'est en toggle description, tu cliques, ça ouvre. Qu'est-ce que tu en penses? Regardez les gros sites e-commerce et qui rentrent top 3. En fait, Google avait fait une annonce sur les contenus en accordéon, etc. Regardez, en fait, il y a Sarenza de mémoire qui a un sidebar avec 5000 mots sur le côté. Est-ce que pour l'utilisateur, c'est intéressant parce qu'on penche de plus en plus vers un moteur qui est full utilisateur, etc., ce qui est normal. Est-ce que l'utilisateur a envie de lire un contenu de 5000 mots sur la sidebar de Sarenza? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils ne préfèrent pas voir un contenu soit très bien mis en forme, type mano-mano, dans leur page guide, ou un texte tout simplement qu'ils ne lit pas? Parce qu'en fait, en l'occurrence, il ne faut pas se leurrer, les humains, dans une page e-commerce sur chaussures femmes pas chères, ne lisent pas le contenu. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Le fait qu'il y ait un accordéon, encore une fois, si 100% du top 10 de la SERP n'ont pas d'accordéon, je ne vais pas m'amuser à en mettre, tout simplement. Mais il y a des SERP, type chaussures, maroquinerie, etc., où 100% de la SERP ont tous les accordéons. À partir de là, je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas la possibilité de le faire. Ok, donc on reste en gros toujours sur une analyse, odeur de la SERP. Toujours. Comment faire mieux que… Pour moi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là où avant, on pouvait aller en mode bazooka, et tirer dans la masse. Là, aujourd'hui, si tu veux rentrer dans du top 3, tu es obligé. Tu es obligé d'aller voir ce que font les gens, comment ils le font, comment ils fonctionnent, jusqu'à l'UX de la page, en fait. Très bien.
Jérôme Rudel qui demande comment savoir si un nom de domaine plus indexé est potentiellement encore Google News. Ouais. Est-ce que tu as une idée? Hmm. Et Jérôme Rudel, quand même, qui tape pas mal de sujets comme ça. Donc, si tu as une idée, pourquoi pas, ou une piste. C'est Jérôme Rudel, non? De Rudel, l'hélice. ouais. Rudel. Ouais. Euh, en fait, et qui n'est plus indexé? Apparemment, qui n'est plus indexé peut-être dans l'index basique de Il y a, il y Google, a- il y a- il y mais a- qui il y a qu'une seule commande pour savoir si un site est Google News ou pas. Il y en a qu'une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le site de points ne fonctionne pas. La vraie commande pour savoir si un site est validé Google News, c'est INURL, ouais. deux points, le domaine dans la box actualité. Ça, c'est le cas où le domaine est en ligne. S'il n'est pas en ligne, je ne peux pas donner cette. Mais réfléchissez à comment, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où Google catégorise les sites Google News à un moment X? Ok. Ouais, je vous donne une astuce parce que j'aime pas le. On veut des astuces. Allez voir dans Web Archive. Google, est-ce que news.google.com n'est pas dans, ou news.google.fr n'est pas dans Web Archive en fait? Ouais. Franchement, Cadeau. merci Julien. Prenez note, là, tout le monde va se barrer de la conf et aller directement au Web Archive. Non, c'est parfait, carrément. C'est vrai que le Web Archive crawlé. Ah oui, après, les gars, pas mal de ils crawlent tous les sites. Hein. Donc, allez voir s'ils ne crawlent pas ce domaine-là. Le Google Alert est utilisé pour surveiller la publication dans certains milieux. Point d'interrogation. Donc, sans doute. C'est sûr même. C'est même sûr. En fait, tout spammeur aussi bon qu'il soit le sait, en fait. C'est clair. En fait, en l'occurrence, bien sûr que oui. C'est évident. Maintenant, est-ce que c'est utilisé à bon escient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est utilisé de façon juridique? Je peux vous dire que oui. Puis voilà. Mais oui, évidemment. C'est clair. Pour moi, c'est évident. Okay. Est-ce que pour toi, Julien, le nom de marque, ça peut être une encre optimisée? Oui. En fait, jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais partisan du fait que quand tu as un domaine exact, alors ton encre exact peut être ton encre 100% opti. Admettons, j'ai sacpascher.com. Alors, le fait que je fasse 100% d'encre sur le mot-clé sac pas cher ne me pose pas de problème. Ah, il y a encore très peu de temps. Maintenant, je pousse de plus en plus vers quelque chose de logique, lucide, etc. Mais en l'occurrence, si on réfléchit de façon algorithmique, si on se dit que Pingouin, quand tout le monde, quand le Pingouin est sorti, les gens me disaient oui, bah, c'est les liens spam, etc. Et je me rappelle avoir une question, un call avec Kevin Richard où moi je disais de ce qu'on voit nous, parce qu'on a beaucoup de sites, je vois plus les encres de liens que la typologie des liens. Et donc, j'adapte au fur et à mesure de ma vie et des SEO ce pourcentage d'encre exact. Et je pense qu'on a beaucoup moins besoin d'encre exacte aujourd'hui pour ranker que hier et qu'on n'en a pas besoin, en l'occurrence. Voilà. Mais oui, j'étais partisan du fait que nondomaine.com, qui est un nom de marque, peut être ancré à 100% tout le temps. Très bien. Voilà. Bon, bah, d'ailleurs, si tu obtiens un lien sur Le Monde et qu'on parle de sacpascher.com, on va citer sac pas cher. On va pas mettre, j'image, hein, mais on va pas mettre le sac bleu de chez sacpascher.com, ça n'existait pas. Bon, top, je vais poser 2-3 dernières questions. Alors, hop, je vais revenir. Est-ce qu'il y a des SERPs totalement figés? Impossible de rentrer en top 10, top 5? Bien sûr, il y en a plein. Ne serait-ce que la SERP assurance auto, déjà. Ne serait-ce que cette SERP-là, elle est très dure à pénétrer. Bah, en fait, il suffit, là, on va prendre l'outil de Kevin SEO Observer, qui est pour moi le meilleur outil français qui concatène plusieurs outils. Tapez assurance auto, mettez-vous à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Regardez cette requête-là, elle est clairement figée. Il y a des -1, +1, -1, +1, mais il n'y a pas un mec du jour au lendemain qui arrive +10 dans le top 10, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Donc oui, il y a des SERPs qui sont figés. Pourquoi? Parce que les moyens techniques et financiers pour apparaître sur cette SERP-là sont trop importants, et ou parce que Google, sur cette SERP-là, a décidé qu'il n'y aurait pas d'évolution pendant X temps. Et on l'avait déjà avant, hein, si on se rappelle, on l'avait déjà avant. Ouais, je crois que tu en parlais déjà dans des conférences il y a 2-3 ans. Ouais, j'en ai toujours parlé. Il y a des plafonds de verre, il y a des thématiques où c'est impossible, et impossible sur un laps de temps court. Mais oui, il y a des thématiques qui sont figées.
Petite question, on n'a pas trop parlé d'indexation. Ouais. Alors, en 2021, combien tu estimes en moyenne, ça reste que des moyennes, mais un site neuf qui veut se faire indexer? Et Mm. deuxièmement, est-ce que tu as peut-être des petits conseils, même des conseils de 2015 ou autres que tu aurais déjà donnés, mais que tout le monde ne sait pas forcément, donc ça fait toujours du bien de les redire, concernant l'indexation, parce qu'effectivement, plus le temps passe, plus c'est une problématique qu'on a tous, quoi. La base, la base des bases, c'est pour moi le tracking. Déjà, tu dois connaître tes pages, et tu dois les suivre. Donc, pour ça, Stéphane Madaleno a sorti un outil il y a quelques jours qui s'appelle isindexé.com, 0,001 $ par URL testé. Bon, pour un monosite ou un site de T1, ça me paraît vraiment pas cher. Il y a aussi Check Position qui le fait de façon gratuite sur 100 pages de mémoire. Déjà, c'est de traquer ces pages. Et en fait, de comprendre pourquoi une page A qui a 15 jours, 20 jours, 30 jours n'est pas positionnée dans la SERP de Google. En tout cas, indexée. Si tu comprends pourquoi, on va le dire, hein, parce que je la connais, la question d'après, c'est pourquoi le filtre des 4 pages. C'est clairement la qualité du contenu, le contenu et d'autres critères. Mais principalement, c'est la qualité du contenu. Donc, en fait, j'entendais dans une autre table ronde que j'ai donnée chez Jackie, de mémoire, on disait oui, il suffit de transférer le domaine ailleurs. Oui, mais sauf que s'il l'a banni une fois, il le bannira 2 fois, à mon sens, à terme en tout cas. Et donc, c'est vraiment sur la qualité globale du contenu. Donc, si je peux répondre maintenant à la question, c'est vérification des pages, indexation de ces pages via les outils que j'ai donnés là. Aussi, les suivre, les monitorer, parce que ce n'est pas parce qu'une page est indexée qu'elle ne s'indexe pas. Elle ne se fera pas retirer de l'algo. Et pourquoi elle se fait retirer de l'algo? Et des fois aussi, c'est des erreurs de Google. Il y a plein de fois où on ne sait pas pourquoi Google pète une durite, en fait. Et c'est très problématique quand c'est une catégorie et que tu es top 4 sur une grosse requête. Donc, comment la faire réindexer? Search Console, etc. D'autres méthodologies, comme je le dis souvent dans mes tweets, indexeur.express de Vincent, etc. Mais surtout monitorer, et surtout sur les top catégories, top produits et top pages. Petite astuce, parce que je ne connais pas le niveau de la salle, allez dans Search Console, dans paramètres, non, dans Search Console, donc du coup, dans performance, vous filtrez par page, vous affichez le top 50 de ces pages-là, vous avez par clic, suivez en permanence ce top 50 en indexation des pages. Peut-être top 10 si vous avez moins de budget, parce que votre site est trop gros, mais si ces pages-là n'ont pas de problème tous les jours, alors déjà, tu ne perds pas d'argent. Nous, on suit en permanence nos clients sur ça, en tout cas. Ok. Peut-être dernière question. Faut-il monitorer l'indexation de ces backlinks? C'est obligatoire. En fait, je reviens qu'à nous parce que nous, on a un check régulier des liens. Pour la simple et bonne raison que t'achètes quelque chose, tu aimes bien qu'il soit en ligne, en fait, tout simplement, déjà. Ensuite, est-ce que au bout de 2 ans, 3 ans, l'effet d'un lien n'a pas donné tout son sens et donc il n'a plus autant d'importance qu'avant? Oui, j'en suis convaincu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le renouvellement des liens fait que les liens d'avant ont moins de poids, ce qui est logique. Donc oui, nous, on monitorons nos liens, on les monitor aussi dans la plateforme, on fait le maximum quand il y a un lien qui saute pour le remettre et ou dédommager sur le prorata du nombre de mois. Mais nous, clairement, on monitor tous nos liens. Clairement. Ouais. Entre l'indexation ou le partenaire qui retire. Après, un site down, tu prends le OVH Gate, il y a un mec qui a 10 sites, ils sont down, tu ne peux rien faire. Et donc là, à ce moment-là, c'est, à mon avis, la responsabilité de soit la personne, soit de la plateforme, soit du partenaire. Et donc, en fonction de chaque cas, si c'est le partenaire parce que le site était vendu, alors on va peut-être retirer au prorata du prix. Mais nous, on va rembourser le client au prorata du nombre de liens, du nombre de mois restants chez nous, en tout cas. Bon, sans ça, c'était génial. Merci beaucoup, Julien. Peut-être un dernier mot pour conclure. Ouais, le mot de la fin. Merci, les gars. Merci, Romain, pour l'accueil. Merci à ton équipe derrière. Donc, c'était un plaisir de venir aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Julien. On espère peut-être te voir sur la V2. Merci à tous. Bientôt. Ciao. Merci à tous. On revient.